Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lou Dreyfus, je suis le patron du groupe Le Monde. Je voulais vous accueillir dans ce bâtiment où je pense beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore venus. C'est un bâtiment qu'on a construit entre 2016 et 2019, qui fait à peu près 23 000 m², qui a été construit par un architecte norvégien. Ceux d'entre vous qui connaissent la Scandinavie connaissent peut-être Oslo. Il y a un opéra qui est dans le fjord d'Oslo, qui ressemble à un iceberg qui s'enfonce. C'est cet architecte-là que on a retenu avec Pierre Berger pour faire ce bâtiment. On a 1600 salariés et on est très heureux de vous accueillir. On s'est installé à un moment qui était compliqué puisque c'était au moment où le confinement commençait. Mais on a installé les équipes au fur et à mesure. Aujourd'hui, elles sont toutes de retour et très heureuses d'être là. C'était important pour nous de vous accueillir aussi parce que pour au moins deux raisons. On sait d'abord que la période a été difficile pour votre secteur, évidemment avec un arrêt complet des voyages et notamment des voyages aériens. Et pour autant, ça reste, et l'étude que vont vous présenter Elisabeth et Laurence est rassurante en la matière. On a des lecteurs qui adorent voyager, qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir revoyager. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour vous, pour nous. Puis ça dit aussi du moral général et d'une forme d'optimisme. On a tenu aussi à ce que les éditeurs soient là pour venir vous parler de ce qu'ils font ici. Il y a deux éditeurs qui n'apparaissent pas ici du groupe. C'est le M, tout simplement parce qu'ils sont en bouclage aujourd'hui, et Le Monde, parce qu'il doit être en ce moment en conférence de rédaction. Mais vous aurez Courrier International, où la direction de Courrier est là, donc la direction de la rédaction qui se planque, mais qui sera là, et le directeur général de Courrier. Vous avez le Huffington Post avec le directeur général et le directeur de la rédaction. L'Obs avec Nathalie Bensaïl, la rédactrice en chef, qui fait son apparition dès que je prononce son nom, et c'est sa force. Bonjour Nathalie. Et Télérama avec Yasmine Youssi, qui est une directrice adjointe de la rédaction, qui vous parlera de ce qu'ils font sur le voyage. Sur chacune de ces dans chacun de ces titres, vous verrez, on essaie de trouver des angles différents et complémentaires, et on va chercher à répondre à cette envie et cette soif de voyage, d'exotisme et de dépaysement qu'ont nos lecteurs, avec ou sans avion, avec ou sans le train, avec des budgets qui peuvent être importants ou non. Mais vous verrez qu'on a une large variété d'envies parmi nos lecteurs, et donc je pense et j'espère que l'ensemble des patrons des titres qui seront avec vous au déjeuner, pour ceux qui peuvent rester, au-delà de la présentation qu'ils vont faire, arriveront à partager avec vous leur envie d'accompagner votre secteur qui, je vous le dis encore une fois, est un secteur très important pour nous. Donc merci d'être là, bienvenue à toutes et à tous, et je laisse, je crois, à Laurence le soin de lancer sa présentation. Laurence, tous les éditeurs sont là, je crois, en plus. Merci. Alors, je vais aller très, très vite pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Je suis Laurence Boniquel-Zibridier, la présidente de M-Publicité. On est, comme l'a dit Louis, vraiment ravis et particulièrement d'être ensemble ici. Ce qu'on va présenter ce matin, c'est très, très ancré dans la culture d'M-Publicité. C'est la capacité qu'on a à suivre nos audiences, à les connaître, à connaître leurs usages. C'est vraiment une culture forte des études qui est développée par Elisabeth, son équipe Thierry Darras et les équipes, et c'est ce qu'ils vont vous présenter. Et la deuxième chose, cette valeur ajoutée qu'on essaye de donner, c'est aussi celle de la transparence. Donc on partage de manière très régulière toutes ces informations. Vous les retrouverez, tout ce qui est présenté ce matin, vous les retrouverez sur le site d'M-Publicité, mais surtout vous aurez le détail qui sera présenté à toutes vos équipes. Alors cette culture des études, du suivi, de connaissances, de pilotage de nos audiences et de leurs usages, on a des thémas très forts sur des grands secteurs comme l'automobile, la banque assurance, le luxe. Ce matin, on a décidé de s'attaquer au tourisme parce que, comme l'a dit Louis, c'est un secteur qui est clé pour nous et qu'on a envie d'interagir à la fois avec nos audiences pour comprendre quel est pour eux le tourisme de demain, et on a envie d'interagir avec vous, avec les éditeurs, pour vous parler de nos contenus et voir comment on est en adéquation avec tout cela. Donc encore une fois, on est dans le cœur, le vif du sujet des compétences d'M-Publicité, et je remercie très chaleureusement les équipes qui ont fait un super boulot qui vont vous être présentées maintenant.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Cialdella, je suis DGA de la régie en charge des sujets marketing et communication. Donc, merci d'être avec nous. La rencontre ce matin, en fait, elle va être rythmée par 2 temps forts et de la musique, visiblement. D'une part, donc, la présentation de notre première étude barométrique dont Laurence vous a parlé, qui s'appelle « Voyager, un projet qui se réinvente ». Et d'autre part, un échange avec les directions des rédactions des magazines du groupe. Et enfin, avant le déjeuner, nous vous présenterons une vidéo commentée des dispositifs d'intégration de contenu de marque qui pourra aussi faire l'objet d'un échange avec vous. Alors, ce qui a motivé la réalisation de ce premier baromètre, comme l'a dit Louis, c'est bien sûr la richesse, la diversité et la régularité aussi des contenus éditoriaux qui sont consacrés au tourisme, mais c'est aussi le constat d'une audience qui est puissante et qui est très très concernée par ces sujets. Et donc en introduction, je vais vous présenter un rapide portrait de ces audiences. Alors, tout d'abord, le groupe Le Monde rassemble chaque mois 26 millions de lecteurs, soit la moitié de la population française âgée de 15 ans et plus. Et en complément des chiffres qui sont affichés sur la slide que vous voyez en plein écran, les spécificités du lectorat sont une surreprésentation des urbains, des hauts revenus, des tranches d'âge 35-49 ans et des tranches d'âge 50-64 ans. Ces lecteurs, en fait, ils représentent la fraction des Français qui consacrent le plus de temps et le plus d'investissement au voyage et au court séjour. En 2020, ces chiffres datent de 2020, ils déclaraient partir près de 5 fois par an en séjour court ou en vacances, c'est-à-dire un rythme quasiment de départ tous les 2 mois, et 45% d'entre eux, qui représentent 11% de plus que la moyenne des Français, se disent passionnés de voyage. Alors, ce qui rassemble l'ensemble de ces lecteurs, c'est leur ouverture et leur curiosité. Tout d'abord pour des séjours en France, pour 18 millions d'entre eux, soit 70% de notre audience, et aussi pour l'étranger, pour 31% d'entre eux. Enfin, et c'est aussi un point très important, ils sont très engagés dans la préparation de leur voyage. Ils apprécient le sur-mesure à hauteur de 40%, et ils se déclarent aussi être très très en attente d'expériences singulières pour 43% d'entre eux. Donc après la présentation de ce portrait très rapide, on peut se dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en fait. On est dans une conjoncture économique, sanitaire, législative et même sociétale qui est assez bouleversée depuis 2 ans. Et donc qu'en est-il aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir avec le baromètre. Et je laisse la parole à Thierry Darras, qui est directeur marketing adjoint à la régie, et à Comfradetal, qui est chargé de marketing, pour vous le présenter. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on est ravis de vous présenter aujourd'hui la première édition de ce baromètre dédié spécifiquement au monde du voyage. Vous savez qu'un baromètre, la vocation d'un baromètre, c'est de suivre dans le temps l'évolution des attitudes, des motivations, des habitudes de voyage des lecteurs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une ambition, c'est de nourrir effectivement la connaissance de nos lecteurs et de vous la partager. Et chaque année, nous vous présenterons l'évolution effectivement de ces grandes tendances que l'on a pu observer dès cette année. Pour bien comprendre effectivement le sens des réponses qui vont être apportées par les lecteurs que l'on a interrogés, il faut évidemment se mettre un peu dans leur tête et rappeler effectivement un peu la conjoncture auquel effectivement ils sont aujourd'hui soumis, et donc le flux d'informations qui leur parvient chaque jour. C'est d'abord effectivement évidemment le contexte sanitaire, avec évidemment cette fermeture et ces réouvertures de frontières sans cesse, avec des annulations et des reports de voyages qui ont été effectivement obligatoires dans cette période. C'est aussi le point de vue économique, avec la chance de certains qui ont pu épargner durant cette période, et puis certains autres ménages qui sont plus modestes, dont le pouvoir d'achat a baissé, dont l'écart qui s'est créé entre justement ces ménages aisés et ces ménages qui ont un peu moins de chance. Et puis va se surexposer un phénomène d'inflation qui s'est accéléré depuis l'année dernière, et qui va effectivement un peu gréver le budget de certains. On sait que le domaine du voyage, c'est un des secteurs, avec l'habillement et le domaine des cosmétiques, qui va le plus souffrir
en période de crise, et on va effectivement avoir ce phénomène-là, évidemment, en toile de fond. Et puis, il y a d'autres phénomènes, le phénomène législatif qui va intervenir, la conjoncture, avec effectivement des lois qui vont intervenir, qui visent à une décarbonation du secteur industriel, et dont, effectivement, l'avion va être un des premiers à souffrir. Et puis enfin, il y a un mouvement qu'il faut pas non plus sous-estimer, c'est le mouvement sociétal global, avec cette montée de la honte de polluer, avec l'émergence du Flixcam, mot suédois qui signifie simplement la honte de prendre l'avion. Alors cette bataille des mobilités, va être un des facteurs qui va expliquer aussi la position des lecteurs qui se sont exprimés sur cette enquête. Et donc, comme pour toute enquête, ici, quand on réalise des sondages, on va privilégier la robustesse méthodologique et on a interrogé 1100 répondants pour représenter nos 26 millions de lecteurs que vous a présenté Elisabeth tout à l'heure. C'est un taux de sondage 2 fois plus élevé que les nationales représentatives pour aujourd'hui sonder sur les élections présidentielles. Donc on a une possibilité d'avoir en détail les réponses des sous-cibles de consommation, que sont les hommes, les femmes, en termes d'âge ou en termes, par exemple, de profession. Donc on a vraiment cette capacité à descendre dans le détail en termes de réponses. Et puis, dernier élément, évidemment, on est représentatif, c'est une parfaite photographie en termes de sexe, d'âge et de profession de nos lecteurs, qui, je vous le rappelle, voyagent plus souvent, plus longtemps et investissent davantage aujourd'hui dans les voyages. Alors, ce que l'on a pu effectivement dégager comme tendance sur cette enquête, c'est d'une part effectivement cette forte envie de voyager. Plus on va donner de restrictions, plus l'envie de voyager va être importante. Le deuxième élément qu'on avait envie de partager avec vous, c'est des habitudes de consommation qui vont se transformer. Alors déjà, il y a un phénomène à court terme d'adaptation. Comment je fais? J'avais prévu voyage au Portugal, les conditions se referment, comment je fais? Donc il y a une question d'adaptation évidemment, et puis à plus long terme, on va voir qu'il y a une intégration de facteurs plus durables, plus de responsabilités qui vont intervenir dans la manière de voyager. Ce qui va évidemment modifier en profondeur le plaisir, la nature du plaisir de voyager, ce qu'on vous présentera dans une dernière partie. Alors pour commencer, effectivement, cette première tendance, cette forte envie de voyager qui s'est dégagée, on a tout simplement mesuré sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre envie de voyager. L'envie de voyager, vous voyez, elle est très importante. 67% des lecteurs qui se sont exprimés expriment une très forte volonté de repartir, et plus on va être jeune, plus cette envie va être importante. La note de 7,8, qui est la note moyenne, va monter à 8,9 pour les populations les plus jeunes, moins de 35 ans. Donc on va véritablement avoir cette très forte volonté de le faire. Et puis, ce n'est pas qu'un effet déclaratif. On a vraiment un engagement, puisque lorsqu'on leur pose la question « Est-ce que vous avez prévu de prendre des vacances au printemps ?», 40% d'entre eux se disent « Certains ont probable de prendre justement ces vacances ». 58% d'entre eux vont être sur une position ouverte pour des vacances hors saison, et surtout 80% ont déjà prévu de partir en été avec un taux de certitude de 43%. Donc on est véritablement, pas que sur un effet déclaratif, mais sur des positions qui ont déjà été prises. Alors les motivations, elles sont de 3 ordres. Les motivations, elles sont communes, elles sont de 3 ordres. C'est probablement un des marqueurs des lecteurs du groupe Le Monde, c'est de découvrir le patrimoine culturel au sens large, c'est-à-dire évidemment les activités culturelles qui sont proposées sur le lieu de vacances, mais aussi la gastronomie, aussi toutes les spécificités locales qui vont jusqu'au patrimoine architectural. Le deuxième élément qu'on a pu noter de manière transversale, quelle que soit la cible, c'est ce rapport au temps long. On prend des vacances parce qu'on a envie de se reposer, évidemment. On a envie de prendre du temps pour soi, et 46% effectivement expriment ce besoin-là. Mais ce n'est pas forcément un besoin d'isolement, hein. C'est pas uniquement un besoin d'isolement, c'est aussi partager du temps avec les autres, et donc de redécouvrir finalement ce plaisir du temps long. Ça, c'est la deuxième grande motivation. Et puis la troisième, qui est une spécificité, une tendance que l'on observe aussi au point de vue général en France, c'est qu'on a envie de passer des vacances complètes, c'est-à-dire des gens qui ont envie évidemment de découvrir le patrimoine naturel et de vraiment se reprojeter dans la nature, mais en même temps, comme dirait l'autre, de découvrir des villes et effectivement d'avoir effectivement l'expérience de voyage la plus complète. Et donc ça va concerner 30%, c'est ce que les anglo-saxons appellent le fusion trip. Alors, au-delà de ces motivations transversales, évidemment, quand on représente 26 millions de lecteurs, on s'attend évidemment à avoir des différences de motivation suivant les profils. Et ce qu'on a fait,
ce qu'on appelle une typologie. Une typologie, c'est simplement le fait de classifier les réponses des lecteurs en groupes de populations homogènes, qui nous permet de mettre en évidence des différences en termes de motivation. Et on peut effectivement constater qu'il y a 3 grands types aujourd'hui de motivation qui vont s'exprimer. La première, qui représente 32% du lectorat, sont des gens qui ont envie de se ressourcer prioritairement. Ils vont vraiment mettre en évidence cette dimension-là. Et donc, ils vont notamment nous dire qu'ils ont envie de passer du temps de qualité avec leurs proches, se détendre, faire du sport, être proche de la nature. Ça, c'est une vraie composante de cette population. La seconde population qui a envie de s'enrichir, de découvrir véritablement des villes, des patrimoines culturels et de mettre l'accent justement sur cette découverte, va plus aussi exprimer l'envie de partir à l'étranger, de se dépayser. Enfin, la dernière catégorie, qu'on appelait les s'extraire du quotidien, qui représente 35% du lectorat, donc une grande homogénéité entre les 3 populations, eh bien, c'est une population qui a envie de sortir des sentiers battus, de faire des vacances originales. Et parmi les réponses qu'ils nous ont données, l'item « faire la fête » est particulièrement élevé. Alors, au-delà de ces caractéristiques qui sont des caractéristiques de personnalité ou de style de vie, on retrouve des différences en termes de profil sociodémographique. Et quand on regarde effectivement à travers le sexe, l'âge, le revenu et la résidence, on va bien voir qu'il y a des différences qui s'expriment. La première population se ressourcer est davantage représentée près des 50 ans et plus, et sur un public plus féminin. Alors qu'à l'opposé, la population s'extraire du quotidien, celle qui a envie effectivement de vacances très originales et de faire la fête, est plus représentée du côté des 18-34 ans et des 35-49 ans par exemple. Et puis la population qui a envie de découverte, qui a envie de s'enrichir, qui met particulièrement l'accent sur ces dimensions-là, va être une population un peu haut revenu et une population également plus francilienne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces critères, cette typologie, va nous permettre aussi de prédire la destination prioritaire pour eux en ce moment. La population des ressourcés, effectivement, va plutôt mettre en évidence la volonté de voyager en France. À 57% d'entre eux vont plutôt mettre cette destination-là en priorité. La France, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de différence entre les différentes catégories que l'on a pu mettre en évidence. C'est simplement que cette catégorie se ressourcer la met en priorité. Et puis, les 2 autres catégories vont plutôt avoir l'envie de se dépayser, donc d'aller en dehors de la France, avec notamment la population des gens s'enrichir, qui a envie d'aller en Europe, de redécouvrir le patrimoine européen, et puis les populations la plus jeunes, celles qui effectivement disposent aussi des revenus pour le faire, bien envie plutôt de découvrir le monde et de repartir à faire des voyages beaucoup plus lointains. Alors, comme l'a très bien introduit Thierry, nous vivons aujourd'hui dans un contexte et depuis 2 ans restrictif qui a rendu nos déplacements plus difficiles. Aujourd'hui, pour voyager, nous n'avons plus d'autre choix que de nous adapter. Et la question aujourd'hui est de savoir si nous nous adaptons de la même façon. Pour répondre ou apporter des éléments de réponse à cette question, on va revenir à cette typologie que l'on vous a présentée, et notamment à cette catégorie s'extraire du quotidien qui, comme vous le voyez sur le graphe de gauche, est une catégorie qui a le plus envie de voyager aujourd'hui et qui, sur le graphe du centre, s'adapte donc plus à ce contexte et donc va plus facilement être enclin à repartir. Et on voit sur ces 3 graphes que ces courbes linéaires dressent une forme de cause à effet entre cette envie, cette adaptation et cette possibilité de repartir. Repartir et s'adapter aujourd'hui, c'est aussi prendre des risques dans ce contexte d'incertitude qui est le nôtre. Et donc, pour minimiser ces risques, on va avoir tendance à être plus prudent. On a une grande partie de nos lecteurs qui nous disent être plus prudents et avoir tendance par conséquence à réserver leurs vacances de plus en plus tard. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est toujours cette catégorie s'extraire du quotidien qui vient tirer ces 2 tendances, puisqu'effectivement, ce sont eux qui prennent le plus de risques en repartant plus et plus loin, et donc ce sont eux qui vont avoir tendance à être le plus prudents. Nos lecteurs s'adaptent donc à un contexte conjoncturel très important, mais
il y a aussi derrière des tendances dont on parle depuis plus longtemps et qui demeurent aujourd'hui. On a beaucoup parlé, et dans de nombreux secteurs, que la crise sanitaire a apporté une forme de prise de conscience sur de nombreux sujets. Et aujourd'hui, on arrive avec une donnée qui est que nos lecteurs, en grande majorité, appellent à un changement radical de concevoir le tourisme. Alors, en quoi cette radicalité s'exprime? Tout d'abord, et de façon assez évidente, il y a cet impact environnemental qui est au cœur des préoccupations de nos lecteurs. Comme on le voit sur la partie de gauche, on a un lectorat qui est en demande de plus de transparence sur l'impact écologique du tourisme et qui voit dans le tourisme responsable une solution d'avenir. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que nos lecteurs ont aussi conscience qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans cette évolution et que donc, ils devraient demander davantage d'engagement écologique aux entreprises du tourisme. On a donc des lecteurs qui sont en demande de plus de réalisations concrètes, mais qui sont néanmoins assez conscients des avancées qui ont déjà été réalisées, notamment dans le transport aérien, et on l'a vu d'ailleurs très récemment à Toulouse, que cette préoccupation environnementale va faire évoluer encore plus cette mutation. Alors, on vient de le voir, effectivement, il y a une volonté commune d'attracteurs du changement, de vivre ce changement, mais simplement, en fonction des sensibilités, ce changement part par différents chemins. Pour effectivement rendre les choses plus claires, on a fait cette analyse factorielle qui va simplement mettre en opposition des solutions de long terme versus des solutions immédiates sur l'axe horizontal et puis sur l'axe vertical, des solutions d'amélioration de l'existant versus des opportunités nouvelles. Ce que l'on peut voir effectivement, c'est que la population, des gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de s'enrichir, qui ont aussi envie de partir effectivement se dépayser, mettent en avant le local. C'est-à-dire que l'idée de passer de bonnes vacances, c'est pas forcément partir loin, est une idée qui les séduit particulièrement, où on peut être surpris par le potentiel touristique de sa région. Ça, c'est une des spécificités de cette population, alors que la population plus âgée, qui a envie de se ressourcer, va plutôt favoriser des solutions de long terme et en mettant en avant la transparence et puis le sens de la responsabilité aussi des citoyens. Quand on est au courant, quand on sait l'impact écologique que l'on a à chaque fois qu'on fait un voyage, eh bien, on peut adapter beaucoup plus facilement ses positions. Et la dernière population qu'on a regardée, s'extraire du quotidien, va plutôt mettre en avant, elle, une nouvelle opportunité de voyager, qui est finalement la possibilité de faire du télétravail. Cette population plus jeune a pris effectivement ses marques sur le télétravail, et comme le décrit très bien Jérôme Fourquet dans La France sous nos yeux, son dernier bouquin, il va montrer par exemple que la Perche, qui est vraiment située pas très loin de Paris, va effectivement connaître une explosion du tourisme avec des télétravailleurs qui vont avoir moins de 40 ans. Donc on retrouve effectivement sur cette carte-là de manière extrêmement claire cette idée. Alors, ça c'était après, c'était avant, pardon. Alors simplement, effectivement, nos lecteurs sont particulièrement pragmatiques et conscients qu'entre la réalité de ce qu'ils imaginent et des valeurs qu'ils portent, et puis la réalité pratique de leur empreinte environnementale, il y a encore un gap important, 53% considèrent qu'il y a encore beaucoup de marge entre les deux. Alors simplement, ce ne sont pas des lecteurs qui vont se dire, voilà, je vais opposer le plaisir à la vertu, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est qu'ils vont désormais intégrer ces valeurs de responsabilité, ces valeurs d'écologie, beaucoup plus dans leur manière de voyager. Et finalement, voyager de manière plus responsable, ça va faire partie de leur bien-être, ça va faire partie de leur plaisir de voyager. Donc ils vont véritablement intégrer ces valeurs-là de plus en plus. Et d'ailleurs, ce mouvement est en marche, puisque 23%, un quart d'entre eux, pensent que c'est une très bonne occasion d'explorer d'autres manières de voyager. Et cela, quelle que soit la cible, qu'on soit plus âgé ou moins âgé, on a véritablement cette conviction que c'est une chance aujourd'hui qui est donnée d'avoir eu cette pandémie, parce que ça remet vraiment les idées en place. Et puis, pour 32% d'entre eux, ils ont déjà pris l'habitude de prendre moins l'avion et de privilégier
privilégier des solutions entre guillemets plus vertes comme le train, le covoiturage ou le vélo. Donc on est véritablement ici dans un phénomène d'exploration, de test, de réorientation des habitudes qui montre bien que le changement effectivement est en marche. Pour terminer, on va maintenant s'intéresser à ce nouveau plaisir de voyager, à ce plaisir qui, on l'a vu dans d'autres secteurs de consommation après les plusieurs confinements, a pris une nouvelle dimension, comme par exemple dans la mode ou dans l'automobile, avec cette idée d'effet de rattrapage qui arrive. Et cet effet de rattrapage, il semblerait arriver dès 2022, notamment chez nos lecteurs concernant leur budget consacré aux vacances et au tourisme, puisqu'on voit qu'une grande partie d'entre eux ont l'intention d'augmenter ce budget. Évidemment, et ça revient à ce que l'on vous disait tout à l'heure sur ce climat d'incertitude et de prudence, on a toujours beaucoup de lecteurs qui restent sur l'idée que ce budget sera identique. Alors cet effet de rattrapage, s'il est important, il peut aussi se matérialiser dans l'idée du voyage de rêve. Aujourd'hui, on a une grande partie de nos lecteurs qui ont ce projet en tête et qui sont assez confiants dans l'idée qu'à court terme, à moyen ou à long terme, ils seront capables de réunir toutes les conditions pour le réaliser. Alors, voyage de rêve, on a essayé de rendre plus concret cette notion, notamment leur demandant s'ils devaient disposer d'un budget de 3 000 € pour organiser quelques jours de vacances avec leurs proches. On leur a proposé plusieurs programmes et on leur a demandé lesquels les intéresseraient le plus. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette forme de plaisir, cette forme presque de luxe, se traduit dans une survalorisation du temps long aujourd'hui, quitte à être dans un cadre moins luxueux, et dans le cadre de séjours où tout serait entièrement personnalisable, toujours dans l'idée de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Et pour terminer, effectivement, on leur a posé la question ouverte. Alors, c'est quoi ce voyage de rêve? Alors, on va finir sur une note positive parce qu'en fait, je dirais que quand on leur a posé cette question, on a eu beaucoup de réponses qui se sont exprimées. 100 pays ont été cités, rendez-vous compte. Donc ça veut dire que de Zermatt en Suisse jusqu'aux îles Coco en Australie, il y a véritablement beaucoup de réponses. Certains, effectivement, nous ont aussi cité des points très intéressants, comme je voudrais retrouver un peu l'émotion que j'ai eue dans mon voyage de noces et retourner dans des pays. Donc le point de vue émotionnel va jouer aussi un grand rôle. D'autres vont parler d'aurore boréale, d'autres vont parler de trek, de voyage en bateau. Donc véritablement, on a eu beaucoup de réponses. Et puis nous, on a simplement remarqué qu'en tendance, certaines destinations comme l'Asie et surtout le Japon sont particulièrement attractives aujourd'hui pour notre population. Le deuxième élément, c'est tous les pays d'Europe du Nord, notamment la Finlande, la Suède, l'Islande, qui font rêver parce que effectivement, ce style de voyage, ce style de vie également de l'Europe du Nord fait un petit peu rêver. D'ailleurs, on retrouve effectivement une forte envie aussi de se rendre dans les pays d'Amérique du Nord et notamment au Canada pour un peu les mêmes raisons. Et puis le dernier élément, effectivement, c'est tout l'aspect hémisphère sud avec l'Amérique du Sud et surtout les îles de l'océan Indien qui font particulièrement rêver. Moi, je ne résiste pas à l'envie de vous citer effectivement celle qui m'a le plus bouleversé, parce que quelqu'un qui nous a dit « Le voyage de mes rêves s'étale sur toute ma vie ». Je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien à l'esprit d'entendre ça en ce moment. Et effectivement, si vous voulez retrouver ces informations qu'on vous a délivrées aujourd'hui, et on a créé un site dédié. Merci beaucoup à toute l'équipe marketing qui a rendu possible ce site-là et ce projet de manière générale. Et en fait, on vous donne tout simplement rendez-vous dès cette année pour la deuxième vague de ce baromètre tourisme. Et je vous propose de peut-être proposer, si vous avez des questions, de se les réserver pour le déjeuner tout à l'heure. On se fera un plaisir avec Com et toute l'équipe de vous répondre à ça. Alors, je vais prendre... Merci beaucoup, en effet. Je pense qu'on aura vraiment l'occasion de poursuivre la conversation lors du déjeuner.
Donc, je vais prendre juste un court instant pour vous annoncer que maintenant, nous allons donner la parole aux directions des rédactions. Donc, ici, on va échanger avec Télérama, avec l'Obs, avec Courrier International et avec le HuffPost. Ici, vous avez les noms de toutes les personnes qui sont présentes. Si elles ne s'expriment pas toutes sur scène, vous pourrez échanger aussi avec elles lors du moment du déjeuner. Et c'est vrai que, on l'a vu, les angles pour parler du tourisme, ils sont vraiment multiples. Évidemment, l'actu, le témoignage, les services, les décryptages, le plaisir, les découvertes. Et je vous propose de commencer avec les équipes de Télérama pour qu'ils nous partagent la façon dont ils parlent de tourisme aux lecteurs. Bonjour à tous. On est très heureuse à tous et à toutes, on est très heureuse avec Yasmine d'être là. Et on se faisait la réflexion que le mimosa embaume tout l'auditorium et déjà nous donne une impression de voyager. Voilà, moi j'y suis déjà là. Donc moi je suis Catherine Sueur, je préside Télérama et donc Yasmine est la rédactrice en chef chargée de la culture. Elle vous racontera, je pense, beaucoup plus précisément ce qu'on fait sur les voyages. Mais moi je voulais juste vous dire en introduction que pour Télérama, traiter et parler et raconter le voyage et le tourisme, c'est vraiment quelque chose de très naturel pour nous. Télérama, c'est un magazine tout à fait particulier qui s'est construit au fur et à mesure d'un magazine qui parlait du cinéma et de la radio, puis de la télé, puis du livre, puis de la musique, puis des reportages. Et je pense qu'on a cette conception, et ce qui est, je pense, la catégorie notamment des voyageurs qui veulent s'enrichir, vraiment l'idée que le tourisme et le voyage fait partie de la culture. Ça fait partie intégralement de la culture, et on défend aussi une vision de la culture qui raconte le monde dans lequel on vit. On essaie de faire de la recommandation culturelle, mais on essaie de se dire aussi comment la culture fait sens et comment le voyage fait sens. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et du coup, c'est vraiment naturel que le voyage et le tourisme soient dans nos pages, au même titre qu'on s'évade en regardant un film ou en lisant un livre. Donc c'est vraiment tout cela que raconte Télérama à ses lecteurs, qui sont, comme vous le savez, je l'espère, et j'espère que vous en faites partie, nombreux et fidèles. Et du coup, on a une rubrique plus particulière qui parle du tourisme, dont Yasmine va vous parler. Oui, c'est une rubrique qui s'appelle « Voyager autrement ». Moi, pour tout vous dire, en fait, je rentre d'un voyage où j'ai accompagné des lecteurs de Télérama et à Dubaï pour voir l'exposition universelle et à Abu Dhabi. Et ce voyage m'a regonflé à bloc. Parce qu'enfin, on peut rejouer à saut de frontière, et ça, on ne le faisait plus depuis... Là, on peut à nouveau regonfler à bloc parce que j'ai l'impression, Thierry, que ce sont mes lecteurs qui étaient dans mon voyage qui ont répondu à ton étude. parce que c'était effectivement ce qu'il disait, c'était une nécessité, presque un besoin, une nécessité de repartir. Et puis regonfler à bloc, parce qu'à chaque fois que je les vois, ils me disent, c'est le 4e voyage qu'on faisait, et qu'à chaque fois, ils me disent le plaisir fou qu'ils prennent avec cette rubrique « Voyager autrement », qu'ils la lisent, ils la découpent, ils la gardent, ils la ressortent, parce que ces pages leur donnent des envies de voyage, mais leur permettent de faire un pas de côté. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on les a pensés avec Fabienne Pasco quand on les a lancés en 2014. Elles sont récentes, elles ont moins de 10 ans, et avec un parti pris très fort, très téléramesque, comme on dit dans le jargon du journal, c'est-à-dire toujours partir sur les traces d'un artiste, que ça soit un peintre, que ça soit un écrivain, que ça soit un musicien, et pas seulement, on peut aussi partir sur les traces d'un livre, d'un roman, d'un personnage, d'un film, d'une série. Combien m'ont dit avoir découvert Dunkerque, qu'on leur a donné envie d'aller voir Dunkerque parce qu'on est allé sur les traces de Baron Noir et qu'ils l'ont découverte comme ça. Et même d'un bâtiment. Moi, j'étais allée à Abu Dhabi, j'avais été tellement éblouie par le Louvre d'Abu Dhabi que j'étais allée voir ce qui avait pu inspirer Jean Nouvel, que ce soit la Palmeraie, le désert... Enfin, voilà. Et c'est vrai que pour une fois, dans ces pages, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on ne donne pas à découvrir un personnage à travers un lieu ou une ville, mais vraiment à découvrir une ville
et un lieu à travers un personnage, et ça fait toute la différence. C'est le lieu qui est au cœur de ces pages. Alors on a un cahier des charges qui est de donner envie, et puis surtout de faire quelque chose d'accessible à nos lecteurs. On a beaucoup fait du coup la Méditerranée et l'Europe. On a commencé avec Paul Klee en Tunisie, parce que pour lui c'était la découverte de la lumière et que ça allait absolument changer toute son œuvre. Et ça ne nous a pas empêché après de monter plus au nord, avec l'explorateur norvégien Roald Amundsen à Oslo. On est parti à l'est aussi. Moi, j'ai découvert un peintre que je ne connaissais absolument pas en Pologne, à Cracovie, qui s'appelle Stanisław Wyspiański, qui a décoré des églises, des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Voilà, des fois on va plus loin, on va au Mexique, on va aux États-Unis, on est allé aux Marquises aussi, on ne pouvait pas rater Gauguin. Voilà, et puis je pense que c'était peut-être la seule chose de positive avec cette année pandémie, c'est que la France n'était pas sur nos chemins, et puis là on a mis la France dans nos tablettes, et il y avait Dunkerque, c'est arrivé à ce moment-là. Moi, je me suis amusée comme une folle. Je suis allée au Touquet sur les traces de Ian Fleming. Et si vous relisez Casino Royal, les premières pages, ça se passe dans une ville complètement fictive, une station balnéaire fictive. Et c'est la plage du Touquet. Et même le nom des clubs pour enfants n'a toujours pas changé. Je crois que c'est ça, le maître mot de ces pages. C'est qu'on s'amuse beaucoup à les faire. Parce que comme on part sur les traces d'un personnage, c'est pas donné d'avance, donc il y a un vrai travail de détective pour trouver les lieux. J'avais réussi, je ne sais pas par quel article qui datait de 1985, j'avais réussi à mettre la main sur le nom du restaurant où Warhol et Basquiat s'étaient croisés pour la première fois, quand Basquiat lui avait vendu des pauvres cartes postales, et j'avais l'impression d'avoir découvert le Graal. Mais enfin, ça, c'est des petits plaisirs de journaliste. Voilà. Mais surtout, je pense que... surtout, en fait, ces pages, pour nous, journalistes, elles permettent de donner une réalité à nos passions. Tout simplement. Moi, j'ai un amour fou pour... Je parle beaucoup de moi, excusez-moi, j'ai un amour fou pour Sorolla, qui est le plus grand impressionniste espagnol. Il est surtout connu pour ses scènes de bord de mer avec des blancs très, très perçants. Et je suis allée sur ses traces à Valence. Et quand je suis pour la première fois allée sur la plage de Valence, c'était une émotion, mais d'une force, vous ne pouvez pas imaginer, parce que j'avais l'impression en fait d'approcher son œuvre au plus près. Et pourtant, je n'avais raté aucune expo, je connaissais tous ses tableaux. Et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de transmettre à travers ces pages, c'est ce sentiment, ces émotions, ces découvertes. Et voilà, j'espère qu'on y arrive. Et c'est ce qui fait nos pages, quoi. On va peut-être passer. Merci. Merci beaucoup pour ce partage et ces émotions aussi. Et puis, Nathalie Bensael peut nous rejoindre pour parler de l'Obs. Où tu préfères? Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Bensael, je suis rédactrice en chef des pages de la dernière partie du journal l'Obs. C'est-à-dire... Je fais quoi? Je sens que j'aime... Je peux poser là? Non. C'est pratique. C'est sympa, c'est pratique. Donc, de la dernière partie du journal, qui est la partie dite tendance, qui est aussi la partie du divertissement, de la plus grande légèreté, de tout ce qui permet de rêver, de découvrir, éventuellement de consommer. Et c'est à l'intérieur de ces pages-là que le tourisme s'inscrit dans l'Obs. Alors le tourisme dans l'Obs, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire que
depuis très longtemps, j'allais dire depuis des décennies, mais on va pas s'en mettre trop, mais depuis très longtemps, le tourisme, c'est une partie très importante de l'Obs. Assez curieusement, Jean-Daniel et Claude Perdriel avaient décidé que ça faisait partie des pratiques de leurs lecteurs. C'était dans l'ADN des lecteurs de l'Obs. Et ils sont à la fois des lecteurs de voyage et des consommateurs de voyage. Donc, au fur et à mesure du temps, se sont développées à la fois des pages en début de journal et à la fin du journal. Et puis est arrivé le Covid. Et ce qui est amusant depuis le Covid, c'est que cette envie-là, elle est restée intacte. Et elle est restée intacte et elle se décline maintenant de plus en plus dans différents formats. Donc on a quasiment 4 formats de page tourisme à l'Obs. Il y a, je ne sais pas si on va aller... Alors ça, vous avez commencé par là. Le premier format, c'est à l'intérieur des pages tendances. Je ne sais pas si vous voyez, à quoi ressemblent les pages tendances, mais on a un grand format qui est un format en 3 pages où effectivement on raconte une destination, un voyage, une pratique et on la décline, dans l'idée qu'elle est pas seulement touristique, elle est aussi gastronomique, elle est aussi culturelle, elle est aussi bien-être, elle est aussi nature, elle est aussi... Voilà, donc à chaque fois, l'idée consiste à croiser sur des formats assez longs, c'est quand même 3 pages, avec pas mal de photos, quelque chose d'assez, j'allais dire presque physique. Je vais juste vous donner quelques exemples. À la sortie en mai 21, donc on n'était pas tout à fait à la sortie du premier confinement, mais presque, voilà, on n'était pas très loin. On a fait un spécial randonnée dans lequel effectivement on a pu décliner énormément de parcours, énormément de pratiques, et en même temps on a calé juste derrière un sujet sur qu'on avait appelé Autant en emporte le van, qui était la grande tendance van de l'année et qui correspondait à peu près à ce que nos lecteurs imaginaient que serait le voyage à ce moment-là, c'est-à-dire un voyage en France, un voyage éventuellement en Europe, mais pas très loin, et quelque chose qui soit à la fois culturel et très nature. On a fait le deuxième format, qui est un format un peu plus court, qui est très récurrent dans nos pages. C'est un format de page simple qu'on appelle Aller simple et qui permet de prescrire littéralement des destinations courtes en général, donc du court séjour en France, mais du court séjour en Europe. Donc ça va de Vannes à Glasgow, à Formentera, à Strasbourg, Cognac, je veux dire tout ce qu'on appelait avant le city break, mais avant le city break par exemple, il était très très souvent en Europe. Là, il s'est beaucoup rapatrié vers la France. Donc ça fait partie du deuxième format, qui est un format très fréquent, qui est à la fois très fréquent et très serviciel. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va dire à la fois, voilà comment vous allez vous promener, allez voir cet endroit-là parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ou peut-être pas encore, et on va vous dire comment vous allez faire. Donc c'est prescripteur. C'est l'idée que tous les gens qui font des pages tourisme rêvent de voir le lecteur faire, c'est-à-dire prendre la page et la déchirer et la mettre dans la poche. Et se dire, tiens, celle-là, on va la garder parce qu'il y a des bonnes adresses, le bon resto, le bon musée et les bonnes balades. Le troisième format qu'on a, qui est maintenant très installé dans l'Obs, c'est 4 fois par an, on fait des suppléments tourisme. Et les suppléments sont thématisés en fonction de ce qu'on peut faire. Alors, depuis la crise sanitaire, beaucoup en France, un peu en Europe. Il y a 2 suppléments au printemps, un supplément à l'été, un supplément neige. Non, je dis des bêtises. Il y a même un supplément avant les vacances de la Toussaint et un supplément neige au mois de novembre. À chaque fois, ces pages-là sont destinées à faire des propositions, c'est-à-dire qu'à la différence des décryptages qu'on fait dans l'Obs, qui sont des décryptages plus,
j'allais dire presque plus culturels, ceux-là sont vraiment des indications, c'est des suppléments qui sont censés donner des idées et de plus en plus d'idées. Donc ça a été un poil compliqué quand on s'est mis quand on a été en post-Covid, parce que répéter la France, c'était pas facile. Et puis trouver les bonnes destinations, trouver les bons axes, trouver les bons musées, trouver les bons restos, c'était pas très simple. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que il y en avait autant qu'on en voulait. Il suffisait effectivement d'aller bosser, d'aller chercher. Voilà, juste par exemple, là, le 3 mars, on vous présente le supplément du 3 mars, ce sera le supplément des trains et des trains de nuit, puisque les trains de nuit viennent de rouvrir. Donc à chaque fois, on se cale sur l'actu pour essayer de faire des propositions qui soient dans l'idée de ce qu'on imagine que le lecteur cherche. Parce que le lecteur de l'Obs, il a quelque chose de très particulier du point de vue du tourisme, c'est qu'il est très très hédoniste. Il y a quelque chose du plaisir qui est du plaisir et du plaisir de voyager qui lui est très spécifique. C'est-à-dire que les retours lecteurs qu'on a très souvent, ils ne portent que là-dessus, sur donner envie et de rêver et de se dépenser, mais toujours dans l'optique de où est-ce que je me fais du bien, où est-ce que j'apprends des choses, où est-ce que j'avance. Donc là, on va commencer à essayer de ressortir un peu des frontières. On a commencé à le faire avec l'ouverture de New York, puisque New York a rouvert le 8 novembre. Le 10 novembre, on avait une triple page, on avait 3 pages de notre correspondant à New York qui nous a raconté New York 2 ans après le Covid. Et c'était à New York très différent, parce que curieusement, en 2 ans, tout change. Les parcours et les balades et les musées qui ne sont plus les mêmes, et voilà, donc la ville s'est littéralement étendue en termes de tourisme. Avant New York, c'était Manhattan, puis ça a été Brooklyn, puis ça a été le Queens, et maintenant c'est Jackson Heights, mais c'est aussi le Hudson de l'autre côté. Donc ça démultiplie, ça nous permet à nous de proposer autant de parcours. Là, donc il y a ces dossiers spéciaux dont je vous ai parlé, et puis il y a cette merveille. Excusez-moi de faire du hard sale, mais j'y vais. C'est pas un problème pour moi, vraiment. Une fois par an, on fait depuis le Covid d'ailleurs, parce que la tradition de l'Obs, c'était que, la tradition de l'Obs, c'était qu'une fois par an, il y avait des régionaux, c'est-à-dire qu'à l'été, on proposait 10 spéciaux régionaux, ou 12 d'ailleurs, je pense, qui correspondaient effectivement au traditionnel mouvement de la population française pendant l'été. Et puis est arrivé le Covid, et là, c'était très, très, très compliqué. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut faire comme offre dans une perspective franco-française, puisque au premier Covid, vraiment tout le monde est parti en France. Au deuxième, c'était un tout petit peu différent, mais au premier, tout le monde est parti en France. Et on s'est dit, on va faire ça, on va faire 64 pages, 33 destinations, et on va sortir du traditionnel littoral français du nord au sud, et on va rentrer à l'intérieur. Et on a fait ça la première année, et puis le retour a été formidable, et du coup, on l'a refait cette année. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et la question va se poser maintenant de est-ce qu'on va sortir un tout petit peu plus de nos frontières. Mais ce que je pense, c'est que, mine de rien, ce que tout le monde dit ici et que nous disons avec le reste des titres du groupe, c'est qu'effectivement, ce Covid a rapatrié un nombre incalculable de voyageurs à l'intérieur du pays, qui cherchent des bons plans, ils cherchent à être épatés, à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, et qu'on va continuer à le faire. Et puis dans nos pages, revenir un peu, probablement, là on va commencer à redémarrer, à la fois sur les longs formats et sur les courts formats, à sortir des frontières, en vrac,
On a un Sri Lanka, en préparation, on a un Tahiti en préparation, on a un Mexique en préparation. Voilà, ça fait partie des choses qui vont nous occuper ces temps-ci. Étant entendu qu'on doit toujours avoir dans la tête que, effectivement, ça doit être à la fois abordable, en quête de sens et surtout très plaisant. Un grand merci. Merci beaucoup Nathalie. On accueille le courrier. Bonjour à tous et à tous. Alors, je suis François-Xavier Deveau, président de Courrier International depuis quelques mois. On est très heureux, Claire et moi, d'être parmi vous aujourd'hui. Courrier International, évidemment, le voyage, c'est l'ADN du titre. On est en plein dedans. Pour vous donner quelques chiffres sur Courrier, c'est 161 000 abonnés print et web. Des taux de croissance sur les diffusions. L'année dernière, on était à plus 13% sur les abonnés print, sur les abonnés web, plus 9% sur les abonnés print. 35% de nos abonnés numériques vivent à l'étranger. Donc, merci à la régie pour cette belle étude. S'enrichir, s'extraire du quotidien, se ressourcer, on est en plein dedans avec Courrier. Ça pourrait être le résumé de ce qu'est Courrier International. Mais je vais laisser Claire Carrard, directrice de la rédaction, qui en parlera mieux que moi. Voilà, Courrier International, comme c'est écrit ici, dans Courrier International, il y a international, ce qui nous situe à peu près en termes de voyage et de goût du voyage. On a dans le journal des pages voyage, on a sur le site des pages voyage, mais globalement, je dirais que l'ensemble du journal est une invitation permanente au voyage. Alors évidemment, des fois, on ne va pas inciter à aller en Ukraine ou en Chine, mais on n'a pas que de l'actualité géopolitique, on a des rubriques dédiées et puis on fait des dossiers, comme vous pouvez le voir ici, parfois des dossiers sur des villes. On a régulièrement des formats spéciaux dans les pages 360 qui sont toute la fin de journal, qui sont dédiés à la découverte de pays ou de villes. On a des dossiers spéciaux sur des pays. Et puis on a aussi tout un tas de rendez-vous, d'occasions qui nous permettent de traiter du voyage, pas forcément de façon, comme le disait Nathalie tout à l'heure, nous on n'est pas prescripteurs, on ne va pas donner des adresses, mais on va en revanche inciter les gens à une curiosité renouvelée. Le Japon, c'est un des pays qu'on traite énormément, donc à l'occasion d'une élection, au lieu de traiter directement l'élection, on fait toujours un pas de côté et on raconte la société japonaise. De la même façon, on l'a fait pour l'Irlande, quand il y avait le référendum en Irlande. Au lieu de raconter simplement les enjeux politiques, on est toujours à la découverte de lieux, de villes, des gens, des Irlandais, pour essayer de donner envie à nos lecteurs d'y aller. Je crois qu'il y a 35% de nos lecteurs qui sont, de nos abonnés numériques, qui sont à l'étranger. Donc il y a vraiment un appétit pour tout ce qui est à l'étranger. Et donc on a pensé aux lecteurs qui veulent faire la fête à la fin. On a des sujets comme ça sur Revient la nuit, qui était une de nos unes préférées de l'année dernière. Nous, on a une particularité par rapport au reste des titres, c'est qu'on dépend de la presse internationale. Donc tous nos articles, on a le choix, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Donc le courrier, le principe de courrier, c'est qu'on sélectionne parmi 1500 sources du monde entier, dans la presse japonaise, dans la presse russe, dans la presse argentine, des articles qui nous font plaisir et qui sont destinés à faire plaisir aux lecteurs. Quand on n'est pas dans une actualité brûlante et politique ou géopolitique. Donc on construit notre propre actualité et on essaie de trouver des endroits, de surprendre toujours et d'amener les lecteurs dans des endroits et dans des zones qui n'ont pas été défrichées ailleurs. On a la possibilité de traduire une trentaine de langues. Quand on a fait le dossier sur l'Amazonie, on essaie de présenter l'Amazonie comme là, c'est le labo du futur, ça paraît assez contre-intuitif. Donc on essaie de faire des choses un petit peu différentes. Voilà, alors on a à la fois des zooms des fois sur des villes avec une passion dans le journal, pour le Japon, pour le Canada, nos lecteurs ont une passion pour le Portugal. Pas dans la liste, ça m'a étonné parce que nous c'est vraiment... Chaque fois qu'on a un article sur le Portugal, le site explose. Donc même du coup on en met beaucoup.
Le Canada, c'est un peu le même effet, et le Japon. C'est les 3 pays, je dirais, chez nous qui sont très forts. Donc on fait régulièrement des papiers. Après, on fait des problématiques sur le tourisme, là, tout réinventer. Ça, c'était les dossiers qu'on a montés pendant la pandémie. On a un vecteur aussi où il est beaucoup question de voyages, de touristes. C'est la rubrique expat sur le site, où il y a beaucoup de témoignages de gens. Il y a beaucoup de choses sur les villes où il faut aller. Il y a des classements de villes, mais il y a aussi des gens qui racontent ce que c'est qu'être à Singapour. Et donc ça, on se dit que ça peut inciter les gens à s'intéresser à partir à l'étranger. On a fait voyager autrement, on en a fait hors série. Nous, on a eu un problème. On avait avant la pandémie, pareil que l'Obs, hein, parce qu'ils nous copient. Bon, ben, c'est comme ça, c'est dans le groupe. Ah oui, ça va. Mais on avait nous aussi des cahiers régionaux, mais c'était la France vue de l'étranger. C'est très différent de ce que fait l'Obs. Et donc, c'était la Bretagne, la Drôme, le Sud-Ouest, la côte atlantique. C'était des numéros qu'on a fait très longtemps. Quand est arrivée la pandémie, on a eu un problème, c'est que les journalistes, pas plus que les touristes, les journalistes de la presse étrangère ne venaient pas en Normandie ni dans le Périgord pour raconter la France. Donc, du coup, on a dû suspendre ces cahiers. On a du mal à les reprendre parce que pour l'instant, ils sont concentrés sur la présidentielle, les journalistes étrangers. Donc, on a fait l'an dernier ce supplément, la première année du Covid, Voyager autrement, qui commençait justement des réflexions sur qu'est-ce que c'est que voyager moins loin. Là, c'était en France. On a rassemblé tout ce qu'on pouvait avoir sur la France, sur les voyages virtuels. Voilà, maintenant, on manque un peu de matière, donc on réfléchit on s'interroge sur la façon dont on va pouvoir couvrir les voyages en France, qui sont une part importante des voyages aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit précédemment. Donc je pense que cet été, plutôt que d'avoir... Enfin, on aura sûrement un régional sur la Bretagne, parce que là, il y a toujours des journalistes à l'étranger qui s'intéressent à la Bretagne. Mais je pense qu'on fera une série de voyages en France un peu plus limitée que ce qu'on a pu faire dans le passé. Voilà, les voyages, c'est dans les pages 360 chez nous, c'est dans les dossiers, c'est aussi sur le site où on développe des longs formats assez systématiquement sur la côte jurassique. Et là, c'est pareil, on est voyagé autrement. Il n'y a pas que des voyages. On essaie de surprendre le lecteur, de l'amener ailleurs dans tous les registres. On peut l'amener faire voir du rodéo au Texas ou alors au Royaume-Uni pour jouer les archéologues. Voilà, ça c'est les types de pages qu'on a. Ça c'est dans les dossiers. On utilise quand on fait les dossiers thématiques sur le tourisme. Le papier sur le Portugal, c'est un papier qui n'est pas dans des pages voyage, mais tout est une incitation à se rendre au Portugal. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment chez nous un leitmotiv, le Portugal. Et puis après, on essaie de trouver des choses originales dans les pages voyage, comme le Berlin, c'est un voyage à trottinette d'un journaliste. Donc là aussi, c'est une réflexion sur ne pas prendre l'avion. On essaie de varier les plaisirs. Et puis, on a tenté des formats, et je pense qu'on en tentera des nouveaux. Il y a 2 ans, on avait racheté les droits du guide du voyage du New York Times sur le site. Donc là, on changeait de registre. Je ne suis pas sûre qu'on le refasse complètement, mais on est prêt on étudie toutes les options. Là, donc c'était les 20 destinations du New York Times, avec là, c'est très prescripteur, où aller, que faire, que voir. De la même façon, on a développé des formats sur la France. On essaie de rester présent sur le site. Bon, la fête, on y revient toujours. On essaie de vous amener sur la Lune et puis dans la réalité virtuelle. La notion de voyage à courrier est très large. Voilà, mais pour finir juste, on va développer des nouveaux formats, des nouveaux rendez-vous dans le journal. Il y a notamment un projet de courrier ado, enfin un courrier à destination des plus jeunes, surtout sur le numérique, avec une option cet été, cet hiver aussi de cahiers comme on l'a fait l'an dernier, dans lesquels évidemment les destinations à l'étranger, que ce soit sur des villes, des grandes capitales, ça sera développé. On reste sur le projet de développer des numéros spéciaux sur les villes, des phénomènes culturels. Et puis on va monter tout ce qui est information ludique, vidéo, cartes, mode d'emploi. Et tout ça, forcément, ça a trait au voyage. Voilà, je vous remercie. Voilà, et donc merci beaucoup. Et moi, j'ai très hâte de savoir si le HuffPost copie l'Obs qui copie courrier sur les spéciaux régions.
Donc, merci de nous éclairer sur ce point. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes les 2 derniers participants au télécrochet. Le groupe Le Monde a un incroyable talent. Voilà, donc nous représentons le Huffington Post. Moi, je m'appelle Arnaud Aubron, je dirige le Huffington Post depuis 3 mois. Et Michael, qui dirige la rédaction depuis 8 mois. Voilà, donc nous sommes tout frais au Huffington Post tous les 2. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde connaît le Huffington Post, ça me rassurerait. Le Huffington Post a une place un peu à part dans le groupe Le Monde, puisque nous sommes un pure player, donc nous sommes le seul pure player du groupe Le Monde, et également nous sommes le seul titre du groupe à être entièrement gratuit. Ce qui explique en partie, je pense aussi, que nous avons un lectorat qui est légèrement différent de nos camarades, ce qui explique qu'on ne les copie pas pour les hors-série voyages, puisque nous n'avons pas de hors-série. On a un lectorat, en effet, qui est un peu plus jeune que sur les autres titres du groupe. C'est pas très étonnant. Michael me disait tout à l'heure, il faudrait que tu arrives à faire passer l'idée que, par exemple, les hipsters qui allaient à Berlin, ils nous lisaient, quoi. Voilà. Donc j'ai fait passer l'idée, je pense, Michael. Voilà. Vous voyez à peu près, quoi. Voilà. Une autre spécificité du Huffington Post aussi, c'est qu'on est très tourné vers la vidéo. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment dans le cadre d'opérations spéciales ou des choses comme ça. Par exemple, grâce à Steve qui est ici, on a récemment mis en place une opération spéciale dans laquelle on a des vidéos billboardées qui ont atteint des 400 000, 500 000 vues. Sans grande difficulté. Donc voilà, je pense que ça peut être un vecteur qui est intéressant. En plus, dans le voyage, cette idée de donner à voir, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc ça, c'est des leviers qu'on peut activer. On a également 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est beaucoup pour un média. Et ça fait aussi ça qu'on touche des audiences un petit peu différentes, hein, puisque de mémoire, je crois que Thierry, qui connaît tout sur tout, nous a dit que nous avions 45% de 25-44 ans qui nous regardaient sur YouTube. Tu vois, je lis avec passion tes comptes rendus. Voilà. Juste 2-3 petites choses, parce qu'on va faire vite, parce que je pense que vous avez tous très faim. Sur l'actualité du Huffington Post, on fête cette année nos 10 ans, donc on va essayer de célébrer ça dignement dès que les circonstances le permettront. Et ça va tomber au même moment où nous allons mettre en ligne un nouveau site et de nouvelles applications. Donc vers le mois de mai, je pense, je ne vais pas trop m'avancer, mai-juin, c'est jamais dans ce genre d'opération. Donc voilà, ça va être aussi l'occasion pour nous un petit peu de communiquer autour de tout ça. Et puis enfin, je voulais juste vous parler d'une petite opération qu'on a mise en place, je ne sais pas si on peut la montrer, voilà. Je trouvais que c'était un bon exemple d'une opération réussie. Elle avait un très joli nom, ça s'appelait La vie est belge. J'ai touché, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le type d'opération qui est assez chouette pour nous, parce que c'est à la fois, ça amène des choses vraiment à nos lecteurs, et évidemment, nous sommes entièrement dépendants de la publicité, donc ça nous permet de vivre également, donc c'est très chouette. C'est un site, donc c'est une OP qui a été mise en place sur 3 ans, donc ça aussi c'est quelque chose qui est important pour nous. Sur le premier volet de cette opération, on avait des objectifs de vues à 45 000 visites sur un site dédié. On a atteint 60 000 visites et ça continue encore aujourd'hui. Donc là aussi, c'est vraiment la preuve qu'on fait dans ce genre d'opération du contenu qui est en adéquation avec notre lectorat, un contenu qui intéresse. Et puis surtout, sur le débrief de l'opération que vous faites régulièrement, on avait 9 personnes sur 10 qui répondaient que ça leur donnait envie d'aller en Belgique, ce qui est quand même le but de l'opération à la fin. Donc voilà, c'était plutôt réussi. Et on avait allié ça avec un jeu concours qui a réuni 10 000 participants, c'est beaucoup. Et 3000 opt-in pour le partenaire, donc ce qui là aussi est quand même assez conséquent, quoi, hein. Et donc je rappelle que sur ces opt-in, 90% disaient qu'ils étaient intéressés pour y aller, donc on est sur un truc assez intéressant. Voilà, et je laisse la parole à Michael. Merci Arnaud. Je voulais juste compléter, donc en termes éditorial, le Huffington Post est donc un site qui s'adresse en priorité à des lecteurs et lectrices qui ont entre 20 et 40 ans. On est un site gratuit, on est un site accessible, et notre modèle de ce qu'on veut publier, c'est la conversation. On a envie d'être très connecté à nos lecteurs, savoir ce qui les intéresse, savoir la manière dont ils envisagent leur vie personnelle, leur vie professionnelle.
En ce qui concerne le voyage et le tourisme, c'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux pendant ces derniers mois, ces dernières années. C'était après la pandémie, avec les réouvertures de frontières ou même la possibilité de sortir des restrictions. Comment on fait concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire le pass sanitaire? Est-ce que ça peut me permettre d'avoir des vacances? Si oui, où et comment ça se passe? On publie beaucoup de témoignages de gens qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de voyager, qui ont envie de renouer, soit avec la vie d'avant, soit de réinventer des choses, mais qui ont envie d'expérience. Et on publie aussi beaucoup d'informations concrètes et pratiques pour aider nos lecteurs quand ils vont en vacances ou quand ils font des voyages. On a publié des guides sur la manière de faire des voyages en vélo. On a publié des guides sur comment ça se passe, par exemple, pour une femme qui voyage seule dans différents pays du monde. Parce que c'est des questions qui nous remontent soit par les réseaux sociaux où on est très présent, soit par des mails, soit dans des dispositifs spéciaux qu'on peut mettre en place. Alors, il y a des jeux concours, mais il y a aussi des appels aux lecteurs sur leurs envies et leurs besoins. Et à partir de ces dialogues et de ce que nous remontent les gens, on fait des articles, on fait des guides. Et la rédaction du HuffPost est composée d'une trentaine de personnes qui ont, pareil, entre 20 et 40 ans globalement. On est très proche de nos lecteurs. À chaque fois qu'on se dit qu'on sent qu'on a envie de faire quelque chose, et là on a envie de repartir en voyage et de faire des choses, on est certain que nos lecteurs aussi. Et c'est vraiment des articles qu'on co-construit avec notre audience. Et le voyage et la question de savoir comment on reprend du bon temps dans la vie, en fait, ça fait partie de nos discussions de rédac, et ça fait partie de nos discussions avec les lecteurs, et c'est comme ça qu'on arrive à produire des contenus. Alors ça peut s'allier dans des opérations spéciales, ça peut vraiment émaner de discussions qu'on a dans la rédac sur où est-ce que tu es allé en vacances, ah ouais, le surf, ah ouais, d'accord. Et à la fin, on a publié des guides avec sur le surf et sur les sports de glisse avec des sportifs professionnels ou des gens de la rédac qui ont participé aux activités. Voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on a. Et donc, on a très envie de voyager. Voilà, je voulais vous le dire. Avant de déjeuner, on vous propose de partager un film démo de l'ensemble de belles opérations de contenu de marque que nous avons réalisées et que les équipes M-Expérience ont réalisées. Arnaud parlait de La vie est belge. C'était une bonne façon d'introduire en effet ce moment qui sera ensuite commenté par Steve Dablin, qui est directeur délégué du pôle opération spéciale. Donc on envoie le film normalement. Merci. Un mélange de saveurs réussi, c'est d'abord une association qui est surprenante. C'est surtout quelque chose dont on se souvient. Le métaverse ne devrait pas arriver tout de suite. Il faudrait que des millions de gens puissent se connecter ensemble en même temps. À un moment, il va falloir qu'on mesure non pas seulement la croissance, mais les objectifs de la croissance. En fait, c'est ces moments-là qui me permettent de tenir. Ces moments agréables. Deux nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau. Éric Moyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie chez Toyota Motor Manufacturing. Le climat de l'Alberta est très aride.
de s'aventurer dans les Badlands, dans des endroits où on pense que personne n'est jamais allé auparavant. C'est réellement quelque chose de très excitant. One, jump! Wow, le deuxième incroyable. Bonjour à tous, ça fait du bien de vous voir aussi nombreux dans cet auditorium et ravi de parler de tourisme, c'est un vrai plaisir. Vous avez vu dans ce showreel qui dure un peu plus de 2 minutes un petit échantillon de ce qu'on est capable de proposer pour des marques partenaires sur l'intégralité des marques du groupe. On a beaucoup de chance puisque l'intégralité de ces marques nous permettent de répondre à des objectifs différents, que ce soit en termes d'audience, en termes de format de narration. Vous avez vu qu'on est capable de jouer avec le Discover du Monde sur Snapchat, d'aller sur des formats audio, d'aller sur du live aussi, et sur le tourisme, qui est un énorme secteur pour notre service opération spéciale. On est capable de faire plein de choses, on est capable de créer des plateformes de marque complètement interactives, comme on l'a pu le faire il y a quelques années, avec Destination Canada, qui est là dans la salle, où on avait créé un générateur d'itinéraires personnalisés pour permettre aux audiences du groupe Le Monde de pouvoir sélectionner eux-mêmes leurs voyages en fonction de leurs envies, de leurs attentes et de leur profil surtout. Et on est capable aussi d'aller capter les audiences beaucoup plus jeunes, comme on l'a fait avec La Vieille Belge, que a parfaitement présenté Arnaud Aubron. On est très content de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous accompagner. Merci à tous les annonceurs ici présents qui nous font confiance. Et j'espère que pour tous les autres, on aura l'occasion de travailler très vite ensemble. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. On va se déplacer pour aller déjeuner pour ceux qui nous font le plaisir de rester avec nous. Je voudrais encore remercier vraiment éditeurs et journalistes qui ont partagé avec nous la passion, comme vous l'avez vu, la passion du voyage. Et donc, toutes nos marques sont particulièrement engagées sur le sujet et vous avez à la fois une complémentarité, pléthore d'informations et de contenus qui sont proposés dans nos pages et sur les sites. Donc, je suis sûre qu'on va pouvoir en discuter juste après, juste au foyer. On peut passer par là, en sortant par là ou par les escaliers qui sont là. Merci à tous.